Du coup, bonjour à tous. Ce webinaire autour du droit de la communication au séjour et droit à l'image. Aujourd'hui, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Euh, et donc, nous aurons le plaisir d'aborder cette thématique tout au long de la matinée. Juste quelques règles de fonctionnement. Ceux qui ne prennent pas la parole, je vais vous demander de bien couper vos micros. Ce webinaire, il est enregistré, il sera mis à votre disposition à la suite de la séquence d'aujourd'hui. Vous le recevrez par mail à la suite de la rencontre. Et puis, de bien prendre vos téléphones portables, puisque nous allons du coup en avoir besoin pour la matinée. Ce webinaire, il va y avoir plusieurs intervenants. Donc, je vais vous les présenter tout de suite. Donc, Sandy Basile qui est avec nous. Je te laisse dire bonjour et peut-être deux mots, Sandy, pour te présenter. Oui, merci Aurore. Oui, donc, bonjour Sandy Basile, donc responsable du pôle juridique à Jeunesse Open Air. Et on a le plaisir aussi d'accueillir Juliette de On donne des nouvelles. Oui, bonjour, bonjour Aurore, bonjour à tous. Je suis donc Juliette Roman et je représente la Société des images et des mots qui a développé deux plateformes. La plateforme On donne des nouvelles pour les colonies de vacances et les séjours scolaires, les classes de découverte, et la plateforme Toute mon année pour les centres de loisirs. Merci beaucoup. Et du coup, on rentre dans le vif du sujet. Et donc, pour rentrer sur l'événement aujourd'hui, je vais vous proposer d'utiliser vos portables, soit de scanner le QR code qui est à l'écran. Donc, on va utiliser l'application WooClap. Et du coup, de rentrer le code événement qui vous est proposé sur le côté. Donc, PQUFQQ. Alors, PG, excusez-moi, je me suis trompée. Sinon, vous cliquez, vous allez sur WooClap, vous rentrez le code événement et ça fonctionne aussi. Voilà, je vous vois arriver. Alors, ça semble être presque bon pour tout le monde. Comme on a déjà encore dans la salle d'attente, du coup, on va leur laisser 2-3 minutes pour se connecter avec leur téléphone portable, faire un coup de scan de QR code et rentrer le code événement qui est proposé à l'écran pour pouvoir nous rejoindre, puisqu'on a voulu cette séquence de webinaire interactif. Et ben, je crois qu'on est au total et c'est parfait. Et ben, du coup, on démarre. Une première question pour vous. Le droit à l'image en séjour, c'est, et donc c'est un nuage de mots. Je vous laisse vous exprimer. Allez-y. J'arrive pas. Je déteste ça. Voilà, c'est obligatoire, c'est important, c'est un cadre légal, c'est compliqué, c'est primordial, essentiel, c'est difficile. Euh, photographier, possibilité du stress nécessaire. Euh, c'est le respect de l'image de chacun, c'est des RGPD. Alors, compliqué, c'est diffusé, c'est des autorisations, c'est flou. Et voilà, plus personne ne peut voter. Hop. Du coup, Sandy, on va pouvoir te laisser nous redonner ce cadre. Et donc, on voit que dans les mots qui reviennent le plus souvent, c'est important, c'est compliqué, c'est des autorisations, c'est obligatoire, c'est essentiel.
C'est difficile, c'est respectueux, c'est respecter l'image de chacun, essentiel mais compliqué, légal, primordial. Voilà, plein de mots différents. Sandy, je te laisse prendre la parole. Bien, merci Aurore. Donc rebonjour à toutes et à tous. Donc Sandy Basile, donc responsable du pôle juridique à Jeunesse Open Air. Donc effectivement, le droit à l'image, c'est un peu tout ça, hein, les mots-clés qui se dégagent par rapport au questionnement effectué par Aurore. En fait, c'est tout cela à la fois. Un petit mot d'abord introductif. Je dirais qu'au regard des nombreuses sollicitations et demandes d'intervention, notamment en séminaire, autour de tables rondes, de colloques et de webinaires, le pôle juridique de JPA a développé une mission de plus en plus prégnante pour intervenir au sein des réseaux et parmi les acteurs. Donc, c'est sur des sujets d'actualité et sociétaux comme la question de la laïcité, les situations de violence, de harcèlement sexiste et sexuel, la gestion des incivilités et des conflits, ou encore le sujet et les enjeux de la responsabilité juridique des acteurs des accueils collectifs de mineurs et ceux de l'école. Et la question, le sujet du jour qui nous intéresse, c'est ce fameux droit à l'image, et dont les mots d'ailleurs que vous avez identifiés sont assez évocateurs. Les ACM, donc les accueils collectifs de mineurs, mais aussi les classes de découverte, les voyages scolaires, sont des environnements avec évidemment une vie collective intense, des interactions nombreuses, et bien sûr, nous vivons une époque où le numérique, le virtuel tient une place prépondérante, permettant à chacun de prendre des photos, de faire des vidéos, et la tentation évidemment est grande de les publier sur Internet, et cela peut être sur le site Internet de l'accueil collectif de mineurs, qui retrace les souvenirs et les événements de la vie de l'accueil, que ce soit pour les spectacles, des sorties, des activités. Et la tentation est aussi grande, si ce n'est plus, de les publier, de les rediffuser et de les démultiplier sur les réseaux sociaux, des blogs, et même d'effectuer des directs ou des réels. Et évidemment, dans ce contexte, le droit à l'image représente un sujet fondamental en termes de respect de la vie privée, des données personnelles, de RGPD, hein, ça a été évoqué parmi les mots que vous avez identifiés, de droit d'auteur aussi, de cession de droit, d'autorisation, là aussi ça a été évoqué, de légalité et de responsabilité. Alors, au cours de cette session, on va aborder ou plutôt les cadres juridiques à respecter, naturellement parce qu'il y en a plusieurs, on va voir, et les bonnes pratiques à adopter, ainsi que les défis qui sont liés bien sûr à l'utilisation des images dans un cadre bien sûr d'abord légal naturellement, mais aussi éducatif, récréatif, parce que l'objet de faire des photos, c'est aussi cet aspect récréatif, et promotionnel dans le cadre, encore une fois, des ACM et des classes de découverte. Euh, Lorsqu'on parle de droit d'auteur, on peut passer à la diapo suivante. On parle de quoi? Enfin, de droit à l'image, pardon, on parle de quoi? Le droit à l'image est le droit de toute personne physique, pour que l'on soit mineur, majeur, salarié, bénévole, à disposer de son image, entendue comme l'ensemble des caractéristiques visibles d'un individu, donc d'une personne, qui permettent son identification, que ce soit le visage, un tatouage ou encore des caractéristiques qui permettent de reconnaître la personne. Donc le droit à l'image en tant que attribut de la personnalité fait partie de la vie privée, y compris la voix, le nom, le prénom. Et ce sont des droits, bien sûr, que tout être humain possède et qui sont inséparables de la personne. Alors, l'image d'une personne est entourée d'un halo de protection juridique, je vais le dire comme ça, et à cet effet, nous avons plusieurs cadres juridiques qui s'appliquent. Alors, sur la diapo suivante, merci. Donc déjà, premier niveau de protection. Premier, je dirais, encadrement, cadre juridique. Le droit à l'image est protégé par le Code civil. Et donc, pour ne pas citer, c'est l'article 9 du Code civil, qui est un article très important dans le Code civil et qui prévoit que chacun a droit au respect de sa vie privée. Et c'est sur le fondement de la vie privée que le juge
va créer ce droit à l'image que toute personne a sur son image et sur l'utilisation qui en est faite, un droit exclusif et peut s'opposer à sa diffusion et donc la nécessité d'avoir son autorisation. Donc il s'agit donc d'une prérogative permettant à toute personne de garder en quelque sorte le contrôle sur son image et pour caractériser l'atteinte au droit à l'image, il suffit que la personne soit identifiable. Ainsi, ce qu'on peut dire, c'est que toute personne dont la vie privée est diffusée, exposée sur Internet, notamment par un tiers, sans le consentement de l'intéressé, eh bien, il pourra, et ça c'est la protection du Code civil justement, pourra obtenir réparation du préjudice subi par des dommages et intérêts et ou demander aussi le retrait immédiat de l'image litigieuse diffusée sans autorisation. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce droit à l'image constitue un droit fondamental, puisqu'il est prévu, je dirais, à la fois par la Convention européenne des droits de l'homme, plus précisément ce qu'on appelle la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, donc c'est assez marquant et assez fort, et bien sûr aussi pour les mineurs, la Convention internationale des droits de l'enfant. Ça, c'est pour là, la protection du droit à l'image par le Code civil. Deuxième niveau de protection, on va passer à la diapo suivante, c'est la protection du droit à l'image par le Code pénal. Et là, tout de suite, on est dans un aspect, un champ autre, un aspect plutôt répressif, où on nous dit qu'elle est punie d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, le fait de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie d'autrui par le fait de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement d'intéressé l'image, son image, donc l'image d'une personne qui se trouve dans un lieu privé. Explication de l'article, parce que c'est important en termes de compréhension, c'est que l'infraction pénale est constituée dès la simple prise de vue ou l'enregistrement dans un lieu privé, sans consentement, sans nécessité d'ailleurs de diffusion ou de publication. Le seul fait de prendre une photo à l'insu de la personne est d'une infraction pénale. Bah, ça, il faut le savoir. C'est comme un élément intéressant à identifier. Donc, le principe du consentement est la clé, finalement. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la loi pénale, évidemment, est ce qu'on appelle d'interprétation stricte. Alors, ça veut dire quoi? Cela signifie que lorsque vous prenez une photo d'une personne dans un lieu privé, au domicile par exemple, et que la personne ainsi photographiée est consentante, eh bien, il n'y a pas d'infraction pénale si vous décidez de la diffuser sur les réseaux sociaux. C'est bien le principe du consentement qui est la base ou du non-consentement, pour le coup, qui est la base de l'infraction pénale. Parce que la photo a été prise dans un lieu privé avec le consentement de la personne, il n'y a pas d'infraction pénale. Mais et ce mais est important, il y aura une atteinte au droit à l'image sur la faute civile que je viens d'évoquer, hein, on a dit que effectivement le droit à l'image est protégé par le Code civil et donc qui engage la responsabilité civile de celui qui porte atteinte au droit de l'image d'autrui. Donc il y aura toujours une atteinte au droit à l'image, donc une faute civile au sens du Code civil, avec une condamnation en dommages-intérêts, comme je le disais, si vous décidez de publier cette même photo sur les réseaux sociaux. Euh, si la personne a consenti à la prise de photo, elle ne l'a pas consenti pour une diffusion. Donc, encore une fois, je le répète, hein, l'infraction pénale ne joue que s'il y a eu une absence de consentement. Et le simple fait de prendre en photo une personne sans son consentement est répréhensible sur un plan pénal. Ça, c'est le deuxième niveau de protection. Troisième niveau de protection, et là, on peut passer à la diapo suivante, c'est que le droit à l'image est, comment dirais-je, est aussi concerné par ce qu'on appelle le RGPD, hein, ce qu'on connaît tous aujourd'hui, donc le règlement général sur la protection des données, et qui va protéger les données personnelles. Et une donnée personnelle, c'est quoi? C'est une information qui permet de s'identifier ou de se reconnaître, comme je le disais tout à l'heure, hein, le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse postale, un numéro de téléphone, la photo et la vidéo.
qui sont considérées comme des données personnelles. Et à ce titre, comme je le disais, en tant que données personnelles, eh bien, l'image est protégée par cette fameuse réglementation dite RGPD, alors qui date du 25 mai 2018, et qui, avec plusieurs obligations pour l'organisateur, de la personne qui utilise les photos et les images, en cas d'utilisation, de conservation, de collecte. Donc, il y a des obligations. Alors, je ne vais pas tous les énumérer parce que le RGPD, c'est assez complexe et assez dense. C'est le droit à l'information, le droit pour la personne d'être informée de ce que fait l'organisateur avec les photos et les vidéos, un droit d'accès à ces données, donc un droit d'accès à ces photos et vidéos, le droit de s'y opposer à la récolte des données, naturellement, et bien sûr le droit aussi en quelque sorte, de connaître l'identité du responsable de traitement des photos et des vidéos et de ses finalités. Et bien sûr un droit d'accès aux données, demande de rectification, ou d'en demander tout simplement le retrait, donc de les supprimer. Ça, c'est le troisième niveau de protection. Et puis, vous avez une autre forme de protection, on peut passer à la diapo suivante, c'est que le droit à l'image est protégé, et là c'est un peu plus subtil, par le code de la propriété intellectuelle, au titre du droit d'auteur. En effet, vous avez certaines photographies, par exemple celles qui sont prises par un photographe professionnel dans le cadre d'un ACM, lors d'un séjour collectif, certaines vidéos qui sont par exemple réalisées par un professionnel, par un réalisateur, sont susceptibles d'être protégées par le droit d'auteur sur le fondement justement du code de la propriété intellectuelle, qui va sanctionner la reproduction, pour faire simple, sans autorisation et qui est considérée comme une contrefaçon. Ainsi, si vous décidez, par exemple, d'utiliser, de diffuser, de publier, imprimer une photo trouvée sur Internet pour les besoins légitimes d'ailleurs, hein, de votre activité, il est impératif de vérifier si la photo n'est pas couverte par un droit d'auteur. À défaut, il y a ce risque toujours de s'exposer à des poursuites judiciaires, et j'aurai l'occasion d'y revenir dans le cadre de cette session, donc des poursuites judiciaires pour contrefaçon. Et la contrefaçon est une infraction pénale, donc une peine d'emprisonnement et une amende. Cela signifie aussi que celui qui utilise une photographie doit non seulement respecter le droit à l'image de la personne concernée, qui est représentée sur la photo, mais aussi le droit d'auteur du photographe, ce qui nécessite une double autorisation. Donc on voit bien là les différents niveaux de protection concernant l'image d'une personne, civile, pénale, RGPD, et le support de l'image incarné par la photographie, donc protégé, comme je le disais, par le droit d'auteur. Donc voilà pour les aspects généraux, je dirais, sur le droit à l'image. Euh, on va faire évidemment un focus, et on peut passer à la diapo suivante, sur le droit à l'image évidemment des mineurs. Alors le droit à l'image des mineurs, euh, paraissant, je dirais au premier abord assez simple, est un droit évidemment sensible, je ne vous apprends rien, et qui convient d'appréhender dans toutes ses dimensions. Comme je l'ai évoqué, le droit à l'image découle du droit du respect, au droit au respect de la vie privée, et qui permet à chaque individu de maîtriser l'utilisation qui est faite de son image en public. Pour les mineurs, ce sont les titulaires de l'autorité parentale, les parents en principe, qui sont garants du droit à l'image de leur enfant. Et donc là, ici, bien sûr, et ça a été identifié dans le cas de nuage de mots, hein, l'autorisation est la pierre angulaire pour utiliser l'image d'un mineur. On peut passer à la diapo suivante. Euh, alors, l'organisateur ou la personne de l'ACM désigné à cet effet doit, de manière obligatoire, recueillir, ça vous le savez, l'accord écrit des deux parents pour diffuser publiquement une photo ou une vidéo dans laquelle l'enfant est reconnaissable. Ça, c'est important, hein, dans laquelle l'enfant est reconnaissable. Là aussi, par de voie conséquent, si les deux titulaires de l'autorité parentale ne sont pas d'accord entre eux, notamment lorsque les parents sont, ça arrive souvent, bien sûr, et vous connaissez ce problème, évidemment, lorsque les parents sont séparés ou divorcés, eh bien, la structure doit s'abstenir toute diffusion
hein, pour éviter, justement le litige. 2e, autre élément, sur l'autorisation et on peut passer à la diapo suivante. L'autorisation, doit être obtenue de manière formelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit être écrit, et de manière obligatoire. C'est-à-dire que pour, en même temps, c'est un élément de preuve aussi pour vous, et qui protège, hein, évidemment aussi, l'entité, mais aussi les familles, hein, naturellement. Donc c'est un document, en quelque sorte témoin. Et donc ce document d'autorisation peut prendre la forme, d'un document à part entière, qui se distingue du ou des documents, d'inscription ou des conditions générales de vente, par exemple. L'autorisation, peut, aussi, être incluse, directement dans le formulaire d'inscription. D'ailleurs, c'est ce qui est une pratique, me semble-t-il, couramment, adoptée par de nombreuses organisations. Alors cette solution est tout à fait envisageable, à condition toutefois de rester vigilant. En effet, lorsqu'une autorisation est insérée dans un document plus vaste, plus général, comme un formulaire d'inscription ou, a fortiori, dans des conditions générales de vente, il existe un risque que les mentions de l'autorisation à l'image soient formulées de façon trop générale ou trop succincte, trop lapidaire, et souvent par souci de praticité ou de limitation d'espace dans ce même formulaire. Alors, l'écueil à éviter serait de considérer que la partie afférente à l'autorisation du droit à l'image serait accessoire ou une simple mention des conditions générales parmi tant d'autres. Pourquoi? Parce que la validité juridique pourrait être mise en question et pouvant entraîner, comme on vient de voir dans la protection juridique du droit à l'image, pouvant entraîner une invalidation de l'autorisation. Donc c'est pour ça qu'il est important aussi que le document d'autorisation signé soit conservé par, l'organisateur à des fins de preuve aussi bien sûr en cas de litige et ils sont, assez, nombreux. Hem, donc voilà ce qu'on peut dire déjà sur cet aspect, donc de la validité, juridique, de l'autorisation. Il y a d'autres conditions et on peut passer à la diapo suivante, c'est que, l'autorisation doit être, on pourrait le dire, circonscrite et proportionnée. Et ici, 4 éléments essentiels doivent, en quelque sorte, retenir notre, attention. Le document d'autorisation, mentionne le fait de capter l'image de l'enfant. Le simple fait de prendre des photos, même si on n'en fait rien, doit faire l'objet d'une autorisation. La captation ne permet pas la diffusion publique. La captation va juste permettre aux équipes d'animation de placer les photos de leur enfant via un espace privé de l'ACM auquel auraient accès les parents intéressés pour, voir ces photos et sans que ces photos soient diffusées sur un support public. Donc on l'aura compris, hein, l'autorisation de capter la photo sert à un usage privé de l'image de ces enfants, enfin des enfants. 2e élément, le document d'autorisation mentionne le fait de, diffuser, l'image de l'enfant. Si bien sûr l'organisateur souhaite une diffusion plus large, cela permet à l'organisateur, aux équipes, de diffuser au public sur différents supports, les photos prises, lors d'un séjour, site web, blog, réseaux sociaux naturellement, le groupe WhatsApp, un journal, une expo, un affichage sur les murs, voilà, on peut imaginer bien sûr, la multiplicité du support et donc tous les types de supports, ça c'est important, c'est souvent un peu négligé, tous les types de supports doivent être clairement stipulés dans le document d'autorisation. On peut avoir des expressions, je dirais générales, mais attention au caractère trop général qui peut invalider le document d'autorisation. De même que ce document d'autorisation, et c'est le 3e élément, va, mentionner, la finalité de la diffusion des photos. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'autorisation peut avoir une finalité pédagogique ou informationnelle, promotionnelle ou commerciale, ou tout ça à la fois. Donc une autorisation de prise de vue pour des documents à finalité pédagogique, n'autorise pas, l'organisateur à utiliser ces photos pour les diffuser sur des supports commerciaux. De même, une photo autorisée pour un trombinoscope, par exemple, bah, n'entraîne pas accord pour sa diffusion sur internet. C'est du bon sens, hein, là aussi. Le droit à l'image, c'est comme assez, du bon sens finalement. Donc l'idée est d'avoir une finalité suffisamment précise, afin d'éviter le refus aussi, des parents.
inquiets de voir une demande d'autorisation, qui laisserait une trop grande marge de manœuvre, pour, l'organisateur. Donc c'est une histoire d'équilibre en quelque sorte. Quatrième élément, le document d'autorisation va mentionner, la durée, d'utilisation des photos ou des vidéos, prises en ACM ou en cas de découverte. Hem, la durée de conservation des images dans les ACM ou d'exploitation est toujours limitée. Et cette durée doit être strictement nécessaire à la finalité définie lors de la collecte et ne peut être prolongée de manière indéfinie. Par exemple, pour un album photo remis aux familles, la suppression doit intervenir, après la remise, dans un court délai, par exemple quelques jours, de l'ordre de quelques jours. Pour des usages, promotionnels, on a une durée de 1 à 3 ans et courante d'ailleurs, hein, souvent renouvelable par une nouvelle autorisation. Mais au-delà de cette durée, si les photos, doivent être encore, être utilisées, il faut un nouveau consentement, sollicité auprès des parents. Et toute conservation, c'est important là de le dire, au-delà des dates prévues, va nécessiter une, anonymisation, stricte ou un consentement supplémentaire pour des fins, par exemple, historiques ou d'archivage, ou d'activités pédagogiques spécifiques. L'archivage historique est autorisé, sous condition, comme je viens d'évoquer, d'anonymisation des visages et finalité clairement pédagogique ou patrimoniale, avec une durée limitée ou acceptée, explicitement, par les familles. Donc on voit bien que là, le régime d'autorisation, comme vous l'avez très bien identifié, est la clé, hein, de l'écosystème en quelque sorte juridique, du droit à l'image. Je crois qu'on a une question, Aurore, pour interagir un peu. Exactement, on a deux questions. On a une question de Sabine, mais il me semble que tu as répondu sur la durée de conservation de l'autorisation à l'image. Donc, c'est le dernier point, il me semble que tu as répondu. Et puis, une deuxième question. Est-ce qu'une autorisation via un formulaire électronique est valable comme écrit? Alors, je vais répondre à ces questions après, mais je parlais de la question, dans la continuité Ah, peut-être la question à la fin, je pense que c'est mieux, me semble-t-il, d'accord. Aurore. Voilà. Très bien, il n'y a pas de souci. Mmh. Donc, on les a notés. Je remets les instructions ici pour ceux qui nous ont rejoints euh, après le démarrage. Donc, on va avoir une petite séquence interactive et pour cela, il faut vous connecter avec vos téléphones portables ou sur une autre page Internet. Sur votre téléphone portable, vous scannez le QR code et puis vous rentrez le code événement. Et puis, sur le page Internet, vous allez sur wooflab.com et vous rentrez le code événement. Voilà, normalement, c'est bon pour tout le monde. Je referme et donc je vais lancer les questions. Attention, la question est dans une durée limitée. Vous avez 30 secondes pour répondre, je vous préviens. J'espère que tout le monde est prêt. N'hésitez pas à rafraîchir votre document si vous avez eu un doute. Donc la question est la suivante. Si le visage d'un mineur est flouté, est-ce que c'est suffisant pour passer de l'autorisation de droit à l'image, publier une photo? Oui, non, je consulte mon avocat. Ça y est, les votes sont clos, donc la majorité a répondu non. On en a quand même quelques-uns qui ont répondu oui. Euh, Et la bonne réponse, Sandy, je te laisse. Alors c'est oui, avec une réserve. Donc oui, une photo d'un mineur dont le visage est flouté peut ne pas faire l'objet d'une autorisation, à condition qu'il n'existe pas sur cette photo, donc il y a une condition naturellement, qu'il n'y a pas des éléments qui permettent d'identifier le mineur. Ainsi, le simple fait que le visage soit flouté, peut ne pas être suffisant dès lors que l'on peut identifier la personne, le mineur en l'occurrence, notamment par sa voix pour une vidéo, son nom qui est affiché quelque part, par exemple, voilà, un décor, donc ça, voilà, donc mais à défaut d'identification, il ne peut pas y avoir d'atteinte au droit à l'image parce que la personne n'est pas reconnaissable, hein. C'est le premier critère que j'avais donné, hein, sur, l'autorisation, c'est l'autorisation d'une personne reconnaissable. Donc ça, c'est un élément, là aussi, heu,
voilà, d'importance, hein, qu'il faut retenir. Je passe à la question suivante. Oui. Alors, nouvelle question. L'équipe d'animation peut-elle effectuer des prises de vue où les enfants apparaissent uniquement de dos? Oui, sans problème. Jamais de dos. J'en parlerai. Et là, je vais écorcher forcément le nom de la personne en anglais. Lee Harvey Oswald. Voilà, il vous reste quelques minutes, quelques secondes pour répondre. Donc, quasi tout le monde a répondu oui, sans hésitation. La bonne réponse, Sandy? Effectivement, si la photo ne me permet pas d'identifier clairement un enfant, donc le visage flouté qu'on vient de voir, dos tourné au groupe flou, donc je généralise aussi la réponse, eh bien le droit à l'image ne s'applique pas, et l'autorisation parentale n'est pas alors requise. Ceci étant dit, même si les enfants ne sont pas identifiables sur la photo, la prudence reste de mise. Mais l'exigence légale d'obtenir une autorisation, parentale, bah, dépend du caractère reconnaissable. Donc il est recommandé notamment par la CNIL, c'est intéressant de l'évoquer, de veiller justement à ce qu'aucun, élément, que ce soit un lieu, un vêtement particulier, une inscription ou une mention sur la photo ne puisse, pardon, servir, à reconnaître, un enfant, indirectement. En cas de doute ou pour assurer une protection, je dirais, maximale, il vaut mieux solliciter comme la permission des parents avant toute diffusion, même si les enfants ne semblent pas identifiables. Donc vous voyez, c'est oui, mais avec toujours cette réserve, hein. Il faut être prudent sur, l'image d'un enfant et on le verra aussi, par la suite sur les limites, hein, de l'autorisation. On peut passer à la diapo suivante. Alors nous avons, aujourd'hui, quelques prolongements, je dirais, légaux, législatifs, du droit à l'image, des mineurs, notamment avec, une loi du, 19 février, 2024, donc récente, qui est la dernière loi en date, qui est, venue, renforcer, comment dirais-je? Le respect du droit à l'image des enfants, prenant un peu en compte le contexte, des réseaux sociaux. Alors ce qui a motivé les auteurs de la loi, ce qu'il faut savoir, c'est quand même intéressant là aussi de l'évoquer, c'est que plus d'un internaute, sur 2, prend une photographie dans le but de la partager en ligne. Au total, ce sont plus de 300 millions de photographies, qui sont diffusées, chaque jour, sur les réseaux sociaux et les enfants, évidemment, sont particulièrement exposés. En additionnant justement toutes ces photos, qui circulent sur internet, c'est-à-dire celles publiées directement par l'enfant lui-même sur ses différents comptes et profils, mais aussi celles, qui sont mises en ligne, par, ses parents ou par ses proches et on estime en moyenne qu'un enfant aura déjà, sa photo visible sur internet environ 1 300 fois sur le web avant même d'avoir, atteint l'âge de 13 ans. Donc c'est un chiffre qui est assez parlant. Évidemment, la présence numérique des enfants est très importante et commence très tôt, souvent sans que, ils en aient, vraiment conscience ou qu'ils puissent, contrôler cette, diffusion. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est un élément assez, je dirais, j'allais dire terrifiant, c'est que la publication par les parents sur les réseaux sociaux de photos de leur enfant constitue aujourd'hui l'un des principaux risques d'atteinte à la vie privée des mineurs. C'est que 50 des photographies qui s'échangent sur les forums, pornographiques avaient été initialement publiées par les parents sur leurs réseaux sociaux. Donc ça, c'est un élément, notamment des photographies de bébés, dénudés ou de jeunes filles ou de jeunes garçons en tenue, de gymnastique, par exemple, et qui intéressent tout particulièrement, et ça, c'est démontré par des chiffres, hein, bah, les cercles pédophiles. Donc voilà, donc il y a un point de vigilance bien sûr à avoir, d'où cette loi, qui a été adoptée, donc l'année dernière. Et donc évidemment, les informations qui sont diffusées sur le quotidien des enfants peuvent, dans le pire des cas aussi, et qui plus est, permettre à des individus, mal intentionnés, donc d'identifier des lieux,
des habitudes de vie à des fins de prédation, hein. Et ça, dans toutes les enquêtes judiciaires, c'est assez flagrant, justement. D'où la nouvelle loi, justement, qui ne donne pas réellement de nouvelles obligations, heu, et qui ne prononce pas de, nouvelles sanctions, mais qui veut, plutôt insuffler, des vertus éducatives et pédagogiques, et ce texte a été pensé avant tout par leur auteur comme une loi de pédagogie avant, d'être une loi répressive ou, sanctionnatrice. On peut passer à la diapo suivante. Alors la loi justement de 2024 va, responsabiliser les parents, sur le droit à l'image de leurs parents. Elle va introduire, et ça c'est intéressant de le dire, important, la notion de vie privée dans la définition de l'autorité parentale pour souligner, l'importance que les parents doivent accorder à cet enjeu de l'image de leur enfant. Dit autrement, les parents titulaires de l'autorité parentale doivent être vigilants pour protéger la vie privée de leur enfant et donc de leur image, au même titre et de la même façon, j'allais dire, qu'ils doivent veiller à la sécurité, à la santé ou à la moralité de leur enfant. Hein, donc là, on a légalisé et responsabilisé les parents pour préserver l'image de leur enfant. Deuxième élément, c'est que la loi va accentuer l'exercice en commun du droit à l'image de l'enfant par ses parents. La loi indique que toutes les décisions relatives au droit à l'image de l'enfant sont prises en commun par les parents dans le respect du droit à la vie privée de l'enfant et en associant l'enfant aux décisions le concernant. Donc là, on a là donc deux obligations essentielles à la charge des parents. En premier lieu, vous avez une obligation de protection. Les parents doivent protéger en commun le droit à l'image de leur enfant mineur. Donc c'est bien la double autorisation des parents pour utiliser l'image d'un enfant, ça rejoint cela. Et en deuxième lieu, une obligation d'accompagnement. Les parents doivent, dans leur rôle éducatif, associer leur enfant à l'exercice, de son droit à l'image, selon bien sûr son âge et son degré de maturité. Donc cet article vient un peu nuancer le libre arbitre en quelque sorte des parents dans l'expression du consentement du mineur, en les encourageant à prendre en compte l'avis de l'enfant concerné et en anticipant les conséquences éventuelles, notamment dans le futur finalement, de l'utilisation qu'ils font de l'image de leur enfant. Et donc la loi va poser légalement une interdiction de publication ou de diffusion de l'image de l'enfant sans l'accord de l'autre parent, en renforçant les pouvoirs du juge aux affaires familiales, c'est le juge compétent en la matière, sur les intérêts, liés à la famille. La loi va prévoir donc une mesure spécifique d'interdiction de publication à l'encontre d'un parent qui diffuse des photos de son enfant contre l'avis de l'autre parent. Il y a d'autres choses dans la loi, mais ce serait, trop long là de m'attarder, davantage. On peut passer à la diapo suivante. Donc cette loi, finalement de 2024, vient parachever en quelque sorte un renforcement du respect du droit à l'image des mineurs qui avait déjà été initié en 2016. Donc depuis 2016, de mémoire, en fait, le législateur était intervenu à plusieurs reprises pour favoriser, la protection des mineurs sur internet, notamment avec une loi d'octobre 2016, qui organise un droit à l'oubli des mineurs, qui va, renforcer, la protection des usagers et la neutralité, d'internet, si tant est qu'on puisse dire que internet est neutre. C'est compliqué, et donc dans le même temps, à améliorer l'exercice du droit à l'oubli pour les mineurs en leur permettant de demander plus facilement la suppression des contenus, les concernant en ligne. Deuxième, texte, d'octobre 2024, qui concerne cette fois-ci la protection, qui vise à encadrer l'exploitation commerciale de l'enfant, de l'image d'enfants influenceurs de moins de 16 ans, sur les plateformes en ligne, en permettant aux mineurs de demander, sans l'accord de leurs parents, l'effacement, des images le concernant. Et puis une loi de mars 2022 qui va renforcer, avec une efficacité un petit peu moyenne, mais quand même renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet, avec la création d'une nouvelle plateforme de prévention, donc je protège, mon enfant.gouv.fr.
Donc voilà ce qu'on peut dire sur le cadre juridique sur le principe en tout cas de l'autorisation parentale et des conditions de validité. On peut passer à la diapo suivante. L'autorisation parentale donnée à l'organisateur n'est jamais totale ou absolue. L'organisateur reste soumis à des contraintes légales et éthiques. Bon, on l'a vu bien sûr dans les conditions de validité, mais on a des limites. D'une part, on peut passer à la diapo suivante. Le respect, je l'ai évoqué déjà à plusieurs reprises, le respect des règles sur les données personnelles de RGPD, donc l'image d'une personne reconnaissable est considéré comme données personnelles. Tout le corpus juridique, comme je l'ai évoqué, de la réglementation européenne du RGPD s'applique au droit à l'image, sans vouloir tout exposer encore une fois, des obligations qui découlent du RGPD. On peut retenir que le RGPD, certes, ne fixe pas une durée maximale précise pour la conservation des photos utilisées dans le cadre promotionnel, par exemple, d'une colonie de vacances, d'un séjour collectif, ou d'un SM au sens large du terme. En revanche, il va imposer un principe général de limitation de la durée de conservation. Les données personnelles, photos d'enfants ou salariés, ne sont gardées que le temps nécessaire à l'objectif prévu d'un souvenir, la communication, un blog sur un support pédagogique, un document promotionnel. Par exemple, si le contrat d'utilisation du droit à l'image est prévu pour une durée de 2 ans, eh bien, l'organisateur supprimera d'office de ces supports les photos concernées à l'issue de ce délai, dans le respect du RGPD. Et la CNIL, dans ce prolongement, recommande généralement une durée maximale de 3 ans pour la conservation des données personnelles à des fins commerciales ou promotionnelles. Donc, sur vos supports de communication, par exemple. Pour les photos de colonies utilisées en promotion, cette durée de 3 ans est comme un bon référentiel à appliquer, car elle permet d'assurer une exploitation raisonnable tout en respectant le principe de minimisation des données. Donc c'est un bon équilibre à respecter, c'est aussi du bon sens, comme je le disais tout à l'heure. Et évidemment, le RGPD, bien sûr, prévoit aussi le droit à l'effacement des données personnelles. Là aussi, c'est un droit pour la personne concernée. Deuxième, et on peut passer à la diapo suivante, euh, le droit à l'image confère aussi à la personne le droit à la dignité, au respect de sa réputation et de sa moralité. Une équipe d'animation qui bénéficie d'une autorisation en règle, c'est-à-dire écrite, donnée par les titulaires de l'autorité parentale, bien délimitée dans son objet, dans le temps, aura toujours une responsabilité lorsqu'il capte et diffuse une photo et une vidéo d'un mineur fréquentant un ACM. Une photo ou une vidéo prise ne doit jamais être négative, dévalorisante, blessante, dégradante, humiliante, offensante. Voilà, on peut développer tout le vocabulaire. Ne peut pas dénigrer et ou mettre le mineur et la famille dans une situation embarrassante qui porterait atteinte à sa dignité, à sa réputation et à sa moralité. Par exemple, une photo prise pendant un jet d'eau où les enfants sont trempés et leurs vêtements deviennent transparents. Autre exemple, diffuser une photo, une vidéo où ils sont la cible de moqueries ou objets de plaisanterie, même si cela semble amusant sur l'instant. Prendre ou partager une photo d'un enfant en train de pleurer, de ce qui ou alors en train de se mettre en colère ou de vivre un moment difficile, ce qui pourrait bien sûr le mettre mal à l'aise, bien évidemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que des photos ou vidéos prises dans ces contextes-là peuvent être constitutives d'infractions pénales ou de mise en jeu de sa responsabilité civile, sans rentrer bien sûr dans les définitions de chaque infraction, ce serait trop long. De tels agissements peuvent être considérés soit comme du dénigrement, qui est civilement une faute civile, hein, qui peut entraîner des dommages et intérêts, ou une injure, qui a une conséquence pénale, ou du harcèlement, qui a aussi des conséquences pénales, comme vous le savez. Et en pareille situation, le bon sens, mais au-delà du bon sens, je dirais l'obligation d'agir, doit inviter fortement aux équipes d'animation
et de direction de supprimer immédiatement ces photos ou vidéos litigieuses, ambiguës, inappropriées, qui ont été captées et ou diffusées. Et en pareille situation aussi, les parents titulaires de l'autorité parentale sont en droit d'exiger la suppression immédiate de telles photos et vidéos, sans préjudice des suites judiciaires qu'ils pourraient intenter, à l'encontre d'une part de l'organisateur, qui est le responsable éditorial des sites ou des documents de promotion, et à l'encontre de l'auteur lui-même, des photos et vidéos litigieuses, ambiguës ou inappropriées. On peut passer à la diapo suivante. Au-delà du contexte légal, et ce qu'il faut dire, c'est que le juge ne regarde pas seulement le fait que vous soyez, dans les clous ou non. Le juge vérifie aussi, une tendance, du juge actuellement depuis quelques années, assez récent quand même, heu, il vérifie aussi que l'organisateur a mis en œuvre, aménagé un cadre respectueux du droit à l'image par l'application de bonnes pratiques au sein, de l'accueil collectif du mineur. Par exemple, il est important d'associer, l'enfant à la prise de décision concernant des photos ou des vidéos, prises par l'équipe d'animation, en lui expliquant, simplement ce qui se passe, en lui demandant son accord selon son âge et bien sûr sa maturité. Évidemment, l'enfant se sent respecté et responsabilisé dans cette démarche. Là, je ne vous apprends rien, évidemment. De limiter les captations d'images. Il n'est guère besoin, même en cas d'exigence croissante des parents qui peuvent demander aux animateurs, animatrices, de prendre des photos de leur enfant. Ce sens-là aussi existe. Un enfant n'a pas besoin d'être photographié et ou filmé à tout instant. Donc là, il y a un principe de proportionnalité à respecter. Donc c'est l'équipe d'animation doit réserver la captation de l'image, de l'enfant à je dirais à des occasions, opportunes, une prise de vue, lors d'une activité dans des conditions bien sûr optimales, de sécurité. Il ne s'agit pas de se mettre en danger bien évidemment, là aussi, c'est du bon sens. Réfléchir aussi à une politique de gestion des photos et vidéos. Souvent ça pêche un peu quand même, ce que moi je peux constater, hein, dans la pratique. En ACM, donc l'usage des smartphones, des téléphones portables personnels à des fins professionnelles est courant. Voilà, tout le monde le fait. Dès lors, la protection des images et leur conservation sur des téléphones personnels de l'équipe d'animation, doivent interroger. Il est donc recommandé à l'organisateur de mener une vraie réflexion, on va dire une réflexion sur les outils utilisés, pour la captation, des images et de prévoir une procédure claire de transmission, suppression des images après leur utilisation. L'idée aussi est de privilégier tout de même les supports de diffusion privés sur des blogs avec code d'accès, par exemple. Hem, comme un blog accessible uniquement avec un code d'accès sécurisé. Veiller bien sûr à la cybersécurité des outils utilisés. Donc ça veut dire de former, de sensibiliser en tout cas l'équipe d'animation aux bonnes pratiques numériques, même s'ils sont très avancés, mais sur un aspect éthique, et de responsabilisation qui est un levier important pour garantir la sécurité, des informations, des photos, partagées. Respecter la volonté des parents, c'est un principe aussi fondamental. Même s'il y a une autorisation préalable, les parents peuvent manifester finalement leur mécontentement. Là, il est comme plutôt recommandé, en tout cas moi c'est ce que je conseille, de retirer la photo ou la vidéo, bien évidemment et bien sûr de sensibiliser les enfants sur la maîtrise de leur image. Il convient, là aussi je ne vous apprends rien, mais c'est bien de le rappeler, il convient d'amener les enfants et les jeunes à les faire, réfléchir, à se questionner, à rester prudent, à maîtriser leur image, à se poser des questions. Toute photo peut-elle être diffusée? Puis-je mettre en ligne une photo, une vidéo représentant une autre personne? Comment je sécurise l'accès à mes photos et vidéos? Voilà, et cetera, et cetera. On va passer à la diapo suivante, qui est une Ah, mais question, c'est une me question, semble-t-il. effectivement. Et du coup, on va voir si vous avez bien écouté. Le salarié peut-il interdire l'usage de son image? Non, car il est tenu dans son contrat de travail. Oui, le respect de la vie privée s'applique sur le lieu de travail. Cela dépend de la convention collective. À vous de voter. Si vous n'avez pas perdu le code, il est de nouveau en haut de votre écran et vous allez sur l'application Booklab. C'est la fin. Quelle est la bonne réponse, Sandy?
Effectivement, oui, toute personne, donc tout salarié a sur son image, un droit exclusif et peut s'opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation. Donc l'autorisation du salarié est donc requise, ça c'est voilà, en droit, c'est très clair, même pour une diffusion de son image limitée à des documents internes, hein, que ce soit entreprise, un turbhinoscope, intranet et cetera. En pratique, là aussi, il faut nuancer, c'est qu'en raison du lien de subordination, il sera souvent bien difficile au salarié de refuser la demande formulée par un employeur qui entend diffuser une image de l'équipe auprès de sa clientèle, par exemple. Et le juge et là, c'est pour ça que le juge parfois c'est pas qu'il est ambigu, c'est qu'il essaie de s'adapter aussi aux situations concrètes du travail, ça arrive, donc il est quand même plutôt concret en l'espèce, c'est que le juge va admettre un consentement tacite, notamment dans le cadre de manifestations telles qu'une assemblée générale, un congrès, un salon. Donc bon, il est toutefois prudent de proposer aux salariés une convention particulière ou de prévoir une clause spécifique dans le contrat de travail. Donc ça, c'est la jurisprudence, hein, c'est le juge qui le dit. Et là aussi, comme pour les mineurs, cette autorisation doit être limitée dans le temps et lister les supports sur lesquels elle porte. Donc réseau interne de l'entreprise, photographie sur un support matériel ou immatériel, les réseaux sociaux naturellement, plaquettes, brochures, journaux, vidéos, etc. Et l'employeur commettrait une faute qui engagerait sa responsabilité envers le salarié s'il reproduit une photo à des fins publicitaires et promotionnelles, par exemple, sans l'autorisation. On a le cas dans une affaire où un salarié a eu 1 500 €, c'est pas énorme en soi, bien sûr, hein, mais c'est comme une condamnation, dont le nom et la photo, sont restés publiés sur le site internet de l'employeur, postérieurement à son licenciement, hein. Ça, c'est une vraie problématique, pendant 6 mois, d'utilisation. Ça, c'est une vraie problématique, hein. La rupture du contrat de travail, en fait, n'entraîne pas nécessairement l'interdiction pour l'employeur d'exploiter l'image de son ancien salarié. Là aussi, on a un contre-exemple, c'est que le juge a considéré comme valable la clause du contrat de travail, d'un salarié lors de son embauche, qui avait accepté, en signant le contrat de travail, d'être enregistré, de manière photographique, filmé, dans le cadre de ses fonctions, en autorisant, pardon, l'usage de ces documents durant sa collaboration et pendant une durée ultérieure de 10 ans après la cessation du contrat de travail. Donc une durée de 10 ans après la rupture du contrat de travail a été jugée, raisonnable. Donc ça, c'est un élément quand même qui, mérite d'être souligné. Le plus simple, c'est que la convention d'utilisation de droit à l'image peut prévoir à l'inverse, le contrat de travail pourrait le prévoir aussi, que la rupture du contrat de travail entraîne l'interdiction de l'utilisation de l'image du salarié. Donc ça aussi, c'est toute une question d'autorisation et de convention et de consentement. On peut passer à la diapo suivante. Là aussi, on a quelques bonnes pratiques à mettre en place. C'est que la gestion du droit à l'image des salariés demande une vigilance et une approche à la fois, heu, comment dirais-je? Systématique et systémique de la part des employeurs, de la part de l'organisateur. Et là, on a quelques recommandations bien sûr, à suivre pour garantir le respect du droit à l'image des nouveaux et anciens collaborateurs. Donc prévoir une politique contractuelle, je vous l'ai dit, hein, raisonnée et proportionnée. Donc il ne s'agit pas de photographier, là aussi comme pour les mineurs, hein, tout le monde à tout va et à tout, et en tout temps, et en tout lieu. Établir une politique claire sur la durée d'utilisation des images, envisager donc des accords, des chartes, même si cela ne dispense pas l'employeur de l'impératif de solliciter et obtenir l'accord individuel de chaque employé préalablement. Donc, obtenir le consentement, écrit des salariés est indispensable, hein. C'est une obligation légale, naturellement. Après, bien sûr, une vérification régulière de la bibliothèque d'images et des supports de communication pour s'assurer que toutes les utilisations, sont actuelles et autorisées, et puis faire preuve de diligence, bien sûr, en retirant, dans les plus brefs délais, même immédiatement, les images d'un salarié qui retire son consentement ou si son contrat se termine sans consentement prévu pour un usage post-emploi, vu le litige, hein, qui existe en la matière. On peut passer à la diapo suivante. Donc voilà, heu, sur le droit à l'image à la fois des mineurs, des salariés, le cadre juridique, ses limites. Là, je voulais évoquer aussi avec vous un focus
sur l'image, les photographies et le droit d'auteur, hein. J'ai déjà évoqué tout à l'heure sur le 4e niveau de protection qu'une image avec une photographie peut être protégée au titre du code de la propriété intellectuelle et donc au titre du droit d'auteur. Les responsables de séjour d'un ACM peuvent être amenés à reproduire, à diffuser des photographies, vidéos ou illustrations que l'on trouve sur internet, pour appuyer, une présentation sur un PowerPoint, un rapport d'activité, ce que vous faites, hein, naturellement, une formation, un support pédagogique ou promotionnel. Ces photographies, vidéos ou illustrations peuvent être considérées, sans même que vous le sachiez, comme des œuvres réalisées par des tiers et à ce titre protégées par le droit d'auteur. Et l'utilisation de photographies protégées par le droit, d'auteur est susceptible donc d'être soumise à autorisation et donc nécessite certaines protections, par précaution, afin de ne pas être poursuivi pour contrefaçon. Je dis bien contrefaçon et qui entraîne des conséquences civiles et pénales. Dommages et intérêts, donc en réparation du préjudice subi et des sanctions pénales, donc peine d'emprisonnement, 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Alors, si vous diffusez une photo, qui viole le droit d'auteur, vous n'irez pas en prison, évidemment, cela va sans dire. Mais il y a comme cette peine qui est encourue, qui est prévue, sur un dossier de contrefaçon. C'est en tout cas, c'est la peine qui est prévue, par le code de la propriété intellectuelle. Alors, lorsqu'on parle de droit d'auteur, de quoi parle-t-on? On peut passer à la diapo suivante. Merci. Qu'est-ce qu'un droit, d'auteur? Le terme de droit d'auteur d'ailleurs est souvent, heu, compris comme signifiant des sommes à verser, à l'auteur ou une redevance, et se rencontre dans l'expression courante: «Payer des droits d'auteur». En réalité, c'est pas ça. Cela signifie que l'auteur d'une photo, d'une vidéo dispose du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire certaines utilisations de ces photos. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des éléments que contient le droit d'auteur. On parle souvent du droit de reproduction, retenons cela. Et en pratique, le régime de l'autorisation sera donc le fruit d'une négociation et le droit d'auteur n'exclut pas que l'autorisation d'utilisation soit gratuite. Et à cet effet, et on peut passer à la diapo suivante, dans le cadre des autorisations dites gratuites, vous avez là aussi, vous savez ça très bien. Vous avez des banques d'images mises à disposition sous réserve de respecter, bien sûr, les conditions d'utilisation, donc des réseaux sociaux, des plateformes de partage. Nous avons également, pardon, des licences libres. L'auteur peut, décider, de placer son œuvre sous licence libre, c'est-à-dire qu'il donne l'autorisation gratuite à tous et par avance d'utiliser son œuvre, là aussi dans des conditions fixées dans la licence. Pour les créations, il existe des licences, assez connues en Creative Commons, donc avec le sigle CC, ou encore on parle d'art libre. Ces licences CC, type, autorisent toujours la libre diffusion de l'œuvre, mais peuvent interdire, par exemple, l'utilisation commerciale, c'est le sigle NC, ou les modifications, interdire des modifications de la photographie, et là c'est le sigle ND. Et elles imposent dans tous les cas, toute la mention du nom de l'auteur, c'est le fameux BY. Donc, lorsqu'une œuvre est placée sous ce type de licence, il faut être vigilant par rapport à ces sigles, et toute personne peut donc utiliser l'œuvre sans avoir à solliciter une autorisation spéciale auprès de l'auteur. Par prudence, tout de même, ça c'est mon conseil, l'utilisateur d'une photographie doit considérer que tout contenu est potentiellement soumis au droit d'auteur et donc que son utilisation doit être autorisée. Et le fait que le contenu soit soumis au droit d'auteur ne signifie pas automatiquement que son utilisation est payante. Donc ça, c'est un élément important. Autre élément important en droit d'auteur, c'est le respect du droit moral de l'auteur. Et on peut passer à la diapo suivante. Le responsable d'un accueil qui utilise une œuvre photographique doit respecter ce qu'on appelle le droit moral de l'auteur. Ce droit moral de l'auteur, donc la loi va imposer à l'utilisateur de mentionner le nom de l'auteur de l'image
ou sur un endroit approprié à la photo. Indiquer ce qu'on appelle le crédit à côté d'un contenu, photo, vidéo, infographie. Ou d'intégrer un panneau final de crédit, comme on peut voir dans les films, hein. À la fin, vous avez les crédits, hein, vous avez les noms des acteurs, du réalisateur, du metteur en scène, et cetera, et cetera. C'est pareil, vous mettez un panneau final de crédit à une présentation, en diaporama, par exemple, ou un film, qui comprend des œuvres, citations, musique, photos, animation, avec le nom de l'auteur et la source. Ça, c'est vraiment, heu, une des composantes du droit moral de l'auteur. La loi impose par ailleurs de respecter l'œuvre en l'utilisant dans des conditions les plus proches possibles de celles qu'a voulu l'auteur. Et ça veut dire de respecter d'une part l'intégrité de l'œuvre. Alors attention aux actes modifiant la forme de la photo telle que réalisée par l'auteur, en termes de coupe, de colorisation, d'inversion du sens. L'utilisateur, même lorsqu'il a l'autorisation de modifier ou adapter une photo, doit tenir compte du fait que l'auteur conserve toujours et conservera toujours le droit d'agir contre une modification qu'il estime ou qu'il estimerait irrespectueuse de l'œuvre. Et toujours par rapport à ce droit moral de l'auteur, l'utilisateur doit respecter l'esprit de l'œuvre, qui est encore beaucoup plus diffus et un peu plus subjectif. L'esprit de l'œuvre, cela vise, je dirais, les modalités d'utilisation qui vont méconnaître la volonté, l'esprit que l'auteur a, ou les valeurs que l'auteur a données à sa photo. Alors attention au détournement politique ou promotionnel, ou encore une utilisation d'une photo pour illustrer des propos qui seraient contraires aux positions de l'auteur. Si le photographe est engagé sur un plan politique, alors là, il faut être vigilant, de ne pas, la diffuser sur des supports, à l'encontre de l'esprit de l'œuvre. Ça, c'est important, c'est pour, éviter de porter atteinte au droit moral de l'auteur. Et ce droit moral de l'auteur, est sans limitation de temps. Il est à vie. Il est totalement indépendant des autorisations, d'exploitation, ce qu'on appelle patrimoniales, hein, en fait, hein, ce que je viens d'évoquer sur la reproduction. Donc le fait, d'avoir, l'autorisation d'utiliser un contenu ne dispense pas du respect du droit moral. On peut passer à la diapo suivante. Alors le, code de la propriété intellectuelle protège toutes les œuvres, à condition qu'elles soient originales. Évidemment, toutes les photos, les œuvres photographiques et les images, les illustrations peuvent donc être incluses dans cette définition. Et ça, c'est une condition sine qua non pour être protégées au titre du droit d'auteur, parce que toutes les photos ne sont pas protégées au titre du droit d'auteur. Alors, comment qualifier et distinguer, me direz-vous, une photo qui revête un caractère original de celle qui ne revête pas un caractère original? Et bien là, le législateur, la loi, ne s'est pas donné la peine, malheureusement, de définir cette notion d'originalité. Elle laisse le soin au juge d'en dessiner les contours d'appréhension. Et donc l'originalité, c'est vraiment une notion qui est laissée à la libre appréciation des juges. Et donc là, la jurisprudence, donc le juge, estime qu'une photographie est originale si elle revêt un effort créatif, des choix esthétiques, de nature à refléter la personnalité de son auteur. D'où donc le choix, donc du choix ou un intérêt de l'objet ou du sujet photographié, de la technique photographique mise en œuvre, la vitesse d'obturation, on peut imaginer, la focale, l'exposition, dans le cas de l'utilisation généralement d'appareils, argentiques, le jeu d'ombre et de lumière, l'aménagement du décor, du choix de l'angle de prise de vue, du cadrage ou du travail réalisé sur le support. Donc ça veut dire quoi? C'est que toutes les photographies, ce qui est quand même plutôt rassurant, ne sont donc pas originales et ne sont donc pas protégées, par le droit d'auteur. Surtout aujourd'hui avec la profusion par millions, on a vu, hein, ces 300 millions de, photos qui sont diffusées chaque jour sur le web. Donc avec la profusion, je dirais par millions de photos diffusées sur internet, souvent banales, donc pas originales, et donc, pas protégées par le droit d'auteur. Voilà ce que je voulais dire sur le droit d'auteur et la protection, de la photographie par le code de la propriété intellectuelle. On peut passer à la diapo suivante parce qu'on a une question, là aussi, Eh ben intéressante. exactement. On a une question autour du droit à l'auteur. Doit-il faire l'objet d'un dépôt pour être protégé? Oui, il faut un dépôt légal. Non, pas besoin de faire un dépôt légal.
Dans tous les cas, il faut faire un dépôt faut faire un dépôt sauvage. Même moi, en le lisant, j'ai des doutes. Ah, on a quand même des avis divergents. Voilà, encore une seconde. Hop. Ah, désolé pour ceux qui n'ont pas pu voter. C'est impitoyable. Il faut être vif et connecté sur son téléphone portable pour les questions au fur et à mesure. Et donc, on a une majorité de oui, il faut un dépôt légal. Quelques-uns quand même sur le non, pas besoin de dépôt légal. Sandy? Non, pas besoin. C'est la particularité du droit d'auteur et c'est aussi sa difficulté. En droit français, je parle que du droit français, hein, je ne parle pas du droit américain, en droit anglo-saxon, qui a un autre régime. En droit américain, on a le fameux copyright, le fameux, voilà. Donc, en droit français, ça n'existe pas. La protection par le droit d'auteur n'est pas soumise à un dépôt. Le droit d'auteur naît de la seule création de l'œuvre. C'est-à-dire que le peintre qui peint son tableau, en soi, il est protégé par le droit d'auteur. La prise de photo en tant que telle est protégée d'un artiste est protégée par le droit d'auteur, si elle revêt un caractère original. Pour l'utilisateur, donc cela signifie quoi? Qu'une œuvre est susceptible d'être protégée par le droit d'auteur, même sans mention de droit réservé ou copyright, ou indication d'un quelconque dépôt. Donc, et alors, ce n'est pas parce que vous n'avez pas une mention spéciale sur la photo, droit réservé, que la photo n'est pas couverte par le droit d'auteur. Donc, c'est toute la difficulté, justement. Toutefois, évidemment, en tant qu'auteur, vous cherchez à être protégé. Et donc, on cherche à être protégé de dire que c'est moi qui a créé cette photographie. Et donc, la preuve de l'existence de l'œuvre, évidemment, il faut prouver. Donc, à une date donnée, qui peut être facilitée par des démarches. Et là, on a des dépôts, effectivement, mais qui vont des dépôts, par exemple, auprès d'organismes de gestion collective de droits d'auteur. La SACEM pour les musiciens, par exemple. Mais le fait de composer une musique est en soi un droit d'auteur. L'enveloppe solo, qu'on appelle le e-solo auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, pour euh, en quelque sorte certifier qu'à une date et à une heure précise, vous avez déposé telle œuvre, telle photographie. Ça ne veut pas dire que c'est vous qui soyez titulaire des droits d'auteur sur la photo. Ça veut dire que c'est vous qui avez déposé à ce moment-là. Donc c'est un début de preuve, en quelque sorte. Ou un dépôt, tout simplement, chez un huissier de justice, hein, tout simplement. On peut passer à la diapo suivante. Euh, je voudrais parler avec vous d'un point de vigilance sur certaines pratiques, et notamment la pratique du copyright trolling. Euh, à l'heure des technologies virtuelles et automatisées, du développement, je dirais, effréné des réseaux sociaux et surtout aujourd'hui, bien sûr, de la prolifération de l'intelligence artificielle, on voit apparaître depuis quelques années, euh, et ça s'accentue depuis quelques mois, des robots numériques, ce qu'on appelle, moi j'appellerais des robots espions, qui vont scanner, qui ratissent, qui explorent en continu H24 l'ensemble du web, donc site internet, réseaux sociaux, documents numériques, afin de vérifier et de contrôler que les photos utilisées et diffusées respectent bien la propriété intellectuelle. Derrière ces robots, derrière ces robots espions, se cache toute une organisation, un écosystème invasif, persuasif et répressif. Ces robots espions sont programmés et envoyés par ce qu'on appelle des sociétés de recouvrement, qui ont pour unique activité économique et mercantile de réclamer des indemnités, donc une sorte de pénalité, qu'on appelle dans le jargon de compensation financière, à tous celles et ceux qui auraient publié, même en toute bonne foi, sans volonté de nuire à autrui, une photo susceptible d'être couverte par le droit d'auteur. Dès que ces robots ont détecté une telle photo, possiblement couverte, je dis bien possiblement couverte par le droit d'auteur, eh bien, s'enclenche toute une procédure de pression pour payer immédiatement une compensation financière, et celle-ci peut être très élevée, allant de 500 à 5000 euros euh, par photo diffusée pour un seul support. Donc les chiffres peuvent être très, très importants. Et c'est à ce moment-là que l'on parle de copyright trolling. Pour la plupart, ces sociétés de couvrement, je voulais comme alerter, mettre en lumière et mettre en exergue cette pratique. Peut-être que vous avez vous-même eu affaire à ce genre de choses, de procédures. Pour la plupart, ce que je voulais dire, c'est que ces sociétés de recouvrement sont basées
dans un pays à avantage fiscal très important, notamment en Suisse, pays dont on connaît bien sûr les avantages fiscaux, et qui n'hésite pas à mettre en demeure des milliers d'entreprises en France, des milliers d'associations et des collectivités locales, pour réclamer le paiement d'une amende, que je disais la compensation financière, car elles auraient publié telle ou telle photo couverte par le droit d'auteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces sociétés de recouvrement, donc ces sociétés de recouvrement n'ont aucune légitimité judiciaire, en ce sens qu'elles ne sont pas mandatées par une autorité judiciaire ou par un magistrat, pas plus qu'elles ne disposent d'un quelconque pouvoir répressif ou coercitif, comme dispose un juge ou les services de police ou de gendarmerie. Ces sociétés de recouvrement sont tout simplement et juste mandatées par des agences de presse. Nous avons l'agence France Presse, par exemple, Reuters, l'agence américaine, l'Associated Press, il me semble. Ces recherches, opérées par ces robots espions, portent en principe sur toutes les photos prises par des journalistes qui travaillent pour ces grandes agences. Ce sont donc des millions de photos susceptibles d'être concernées, et donc on peut euh, aisément imaginer que cela représente des centaines de millions d'euros qui sont en jeu. Donc c'est une manne financière qui attire et qui attise, bien sûr, évidemment, ces sociétés de recouvrement qui sont mandatées par ces agences de presse. Donc, passe à la diapo suivante. Alors, comment se mettre en place finalement ces manœuvres abusives? On va imaginer une situation, vous trouvez une photo sur Internet en toute bonne foi, sans volonté de porter atteinte à un prétendu droit d'auteur, pour la publier par exemple sur vos documents pédagogiques que vous diffusez, même à titre gracieux, hein, sans faire de recherche de profit, à votre public, et encore une fois sans faire un quelconque gain. Les robots de la société de recouvrement basée en Suisse détectent votre photo et font une capture d'écran. Car selon le robot, la photo litigieuse viole le droit d'auteur d'une agence de presse. C'est là que débute l'acharnement procédural qui commence par des mails que vous recevez par cette fameuse société de recouvrement qui va vous menacer, sans ménagement d'ailleurs, hein, de poursuites judiciaires pour contrefaçon, si vous ne payez pas dans un délai de 7 jours une compensation financière à hauteur, on va dire, de 1 500 euros. Dès ce stade, nombre d'entreprises, nombre d'associations prennent peur et payent sans contester ni la légitimité de la demande, ni le montant. Un vrai bonheur, évidemment, pour ces sociétés qui s'en mettent plein les poches. D'autres entreprises, associations font la politique de l'autruche, à raison, ne répondent pas à ce premier mail. Et voilà que 10 jours plus tard, vous recevez une deuxième mise en demeure, plus véhémente, plus ferme, plus vindicative, affirmant de la Suisse que vous êtes juridiquement responsable et vous somme de payer toujours sous peine de poursuite judiciaire la compensation financière, non plus cette fois-ci de 1 500 euros, mais cette fois-ci de 1 800 euros. Et ainsi de suite, 4 ou 5 fois comme ça, de courriers, de menaces, arrivant régulièrement. On peut arriver à un dernier mail vous informant qu'ils ont saisi leur avocat, qui est un avocat situé en France, et c'est l'avocat qui prend le relais. Et là, vous recevez un courrier de l'avocat qui vous met en demeure de payer la compensation financière, cette fois-ci non pas 1 800 euros, mais de 2 300 euros. Évidemment, l'avocat prend sa part dans la procédure. À ce stade, 90% des structures ainsi sollicitées, menacées, réglementant. Les blogueurs, les associations, les entreprises, les collectivités qui utilisent des photos sur leur site internet sont les principaux concernés par cette pratique. Et se croyant effectivement en infraction, ils préfèrent pour la plupart du temps de s'acquitter de la somme plutôt que de se soumettre le litige devant les tribunaux. On comprend là le mécanisme de pression en continu, de pression psychologique, économique et financière, car plus vous attendez, plus le montant de l'amende, de la compensation financière augmente, tout en vous rappelant que vous êtes sous la menace d'une action judiciaire pour contrefaçon. Évidemment, ça fait peur et à un moment donné, on lâche. Il y a une telle pression aussi, le nombre de courriers que vous recevez. Alors que faire dans ce cas-là? Et on peut passer à la diapo suivante. Évidemment, la tentation, comme je viens de le dire, de payer immédiatement est grande, et le risque et la menace d'une procédure judiciaire inquiète, fait peur. On pense que l'on risque gros, évidemment, et on n'a pas envie d'être condamné par la justice en tant que responsable associatif, et on peut le comprendre, évidemment, aisément. Ne pas se laisser faire, j'allais dire. Premier point, ne pas répondre.
à cette, société de recouvrement qui n'a aucun statut judiciaire pour vous imposer le paiement d'une prétendue violation du droit d'auteur pour une photo que vous avez publiée ou diffusée. Alors, si vous êtes abonné à la plateforme juridique de GPA, ben, vous consultez le service juridique de GPA, tout simplement, ou vous contactez votre conseil habituel, votre avocat, ou le juriste de votre structure, bien sûr, si le juriste a des compétences dans le domaine de la propriété intellectuelle. Et il conviendra bien sûr de respecter la démarche à suivre, hein, donnée par votre conseil ou par le service juridique. Deuxième point, euh, il faut supprimer et conserver la photo supposée litigieuse. Par prudence, il conviendra de supprimer la photo donc supposée litigieuse, non pas par aveu de culpabilité, mais par mesure conservatoire, de preuve et pour vérification. Cela montre votre bonne foi et votre volonté de bien faire. Supprimer la photo, ce n'est pas avouer une faute. C'est faire preuve de diligence et de responsabilité, et cela limite les risques s'il s'avère que la photo fait l'objet de plusieurs republications, de rediffusions, et s'il s'avère par extraordinaire que la photo est réellement couverte par le droit d'auteur, ce qui peut arriver, et que vous avez diffusé sans autorisation expresse. Troisième point, vous pouvez répondre en leur disant que leur demande est illégitime et non fondée dans la mesure où il n'y a aucune violation du droit d'auteur, et donc vous réagissez. Vous pouvez même indiquer que mettre un coup de pression de votre côté à cette société de recouvrement en leur disant que vous consultez de votre côté votre avocat sur cette étonnante procédure dont vous faites l'objet. Quatrième point, ça c'est un élément important qui peut dissuader la société de recouvrement de continuer. Celui qui a photographié est en principe titulaire des droits d'auteur. Par conséquent, l'agence de presse ne peut agir en contrefaçon, donc agir en justice, que si elle a acquis les droits auprès de l'auteur original de la photo. C'est-à-dire que l'agence de presse doit être en mesure de justifier le transfert des droits de la propriété intellectuelle par le photographe original. Et ce qui arrive souvent, c'est que ces agences de presse n'ont pas toujours en leur possession les éléments qui permettent de justifier ce transfert des droits de l'œuvre. Et il est fréquent, justement, que ces agences omettent d'effectuer ce type de formalité. Pas de formalité, pas de preuve de la titularité des droits, pas de procédure. Donc c'est rejeté. Donc, dès lors, une des réponses consiste à demander la justification par le paiement, par le plaignant de ses droits d'auteur en lieu et place du photographe en tant que personne physique. Euh, Cinquième point, c'est de contester la preuve apportée par la société de recouvrement. Il arrive souvent ce mail par mail, justement, reçu par cette société de recouvrement, qui contient une capture d'écran, très souvent de mauvaise qualité. Ce qu'il faut savoir, c'est que les captures d'écran faites par les copyright trolls sont souvent refusées par les tribunaux. Et c'est là, et ça, les sociétés de recouvrement le savent très bien. C'est pour cette raison, elles multiplient les courriers ayant pour objectif d'obtenir une reconnaissance écrite et implicite de votre part, en vous piégeant. Parce que vous allez répondre et que vous dire, bah oui, finalement, oui, j'ai mis ça sur mon site, etc., mais je n'ai pas fait exprès. Et donc, il y a une reconnaissance et un début de preuve. Elles le savent très bien. D'où la capture d'écran qui peut inquiéter. Une capture d'écran, oui, c'est une preuve, c'est une preuve incontestable. Non, non. La capture d'écran est une preuve contestable. Donc ça, c'est un élément important qu'il convient de retenir. Donc ces captures d'écran, en tant que telles, ne constituent pas une preuve légale, puisque seul un huissier de justice peut faire ce genre de constatation. Hein, ce genre de constatation, ça, c'est encore une fois un élément très important à évoquer. Sixième point, bah, c'est argumenter sur le fait que la photo litigieuse ne peut pas être protégée par le droit d'auteur. Rappelons, et je le disais, que le droit de la propriété intellectuelle protège les photographies qui présentent un caractère original. Et souvent, les photographies de presse et de leur agence de presse qui s'autorisent à revendiquer, je dirais, abusivement la propriété des clichés pris par les journalistes, en invoquant des choix esthétiques de manière quelque peu arbitraire, même lorsque ces clichés sont d'une banalité déconcertante et sans créativité particulière. Alors, cette incertitude juridique autour du caractère ou non original d'une image
d'une photographie donne lieu à une sorte d'instrumentalisation de la part des sociétés de recouvrement et tente d'en tirer profit par la demande systématique et irraisonnée de réclamations indemnitaires, de manière parfois en avoir la nausée, hein, en jouant justement sur la notion d'originalité. Mais parallèlement et en contrepartie, j'allais dire, cette incertitude juridique autour de cette notion d'originalité d'une photo est aussi un outil puissant pour vous, pour nous, en ce sens que vous pouvez parfaitement contester le fait que telle ou telle photo que vous avez publiée ou diffusée ne revêt pas un caractère original et ne peut donc être couvert par le droit d'auteur. Et lorsqu'on analyse les nombreux jugements concernant l'originalité d'une photo, on observe une réalité juridique assez affirmée par les juridictions, je dirais même une tendance qui considère régulièrement qu'une photographie n'est pas une œuvre originale et ne peut faire l'objet d'une revendication de propriété. Régulièrement, les photographies prises par les journalistes ne relèvent pas de cette catégorie et le droit d'auteur est donc revendiqué de manière abusive. Et donc, les photographes de presse ont pour but, ce que dit le juge d'ailleurs, hein, premier, de saisir un fait, un événement, un personnage public. Le plus souvent, la prise de vue et le résultat visuel s'imposent au photographe en termes de cadrage, d'ombre, de ligne de fuite, d'éclairage, d'attitude du personnage, mais aussi la focale, qui ne découle pas de choix créatifs et ou esthétiques. Surtout, les juges rajoutent qu'on vit une époque où, comment dirais-je, où le maniement des appareils photographiques numériques est devenu courant et banal, où les réglages se font généralement de manière automatique, sans plus aucune intervention humaine, si ce n'est dans le choix du sujet et du déclenchement de l'appareil. Donc voilà, la photographie, d'une manière générale, ne revêt pas ce caractère, original et donc n'est pas couvert par le droit d'auteur. Et pour terminer, heu ce qui est important aussi comme élément, c'est qu'il faut savoir, c'est que la pratique du copyright trolling, dans certaines pratiques justement, a été jugée comme étant un abus de droit par la Cour de justice européenne de 2021. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des recours et des procédures aujourd'hui de copyright trolling, hein, où, ça existe toujours aujourd'hui. Et la Cour en fait européen, indique que c'est, que le plus souvent, avant de recourir aux tribunaux, ces sociétés de recouvrement, proposent un règlement à l'amiable, en vous menaçant justement par des courriers, moyennant le montant d'une somme qui dépasse le préjudice réel. Ainsi, même s'il y a une fraction, heu seulement des personnes contactées qui consentent à payer, eh bien, les entreprises en question peuvent en tirer des revenus qui dépassent parfois, ceux provenant de l'exploitation légale de ces œuvres, revenus qu'ils partagent par la suite avec les titulaires de droits sur ces œuvres. Et donc le juge européen ainsi dénonce ce marché qui est, somme toute juteux. Et la Cour ajoute que si le procédé est légal, on ne peut pas, détourner la procédure judiciaire pour en faire une source de revenus fondée sur la violation du droit d'auteur. Et donc la société de recouvrement, en menaçant de recours en justice sur la base d'arguments juridiques fragiles, heu, instrumentalise le code de la propriété intellectuelle et exerce un abus, de droit sanctionné par le juge. Alors voilà, je voulais, vous parler de ça parce que c'est une pratique. Je ici ou là, j'entends beaucoup de structures qui sont menacées par ces pratiques de mails, de menaces, de mise en demeure, parce que vous avez publié une photo qui toucherait, porterait atteinte au droit d'auteur. Donc je voulais quand même aussi vous rassurer sur cet aspect-là. Ne vous laissez pas faire, contactez-nous ou contactez votre conseil habituel, pour répondre justement de manière véhémente et rigoureuse à ces attaques, injustifiées. Voilà ce que je voulais vous dire sur le droit à l'image. Merci Sandy. Du coup, pendant ta première intervention, on a eu pas mal de questions. Alors, je pense qu'il y a certaines, on a déjà eu des réponses, mais sur la durée de conservation des autorisations de droit à l'image, on a eu plusieurs fois des questions. Il semble que tu as déjà répondu sur on va dire une durée moyenne de 3 ans. Il y en a qui demandaient si une durée de 10 à 20 ans était possible.
Alors, Voilà. pour répondre à ces questions, immédiatement, je peux? Je réponds? Oui? Vas-y, exactement. Bah, oui, comme je l'avais indiqué, évidemment, c'est entre la CNIL considère pour les documents promotionnels d'information, c'est, 3 ans maximum. Voilà. Si c'est 10 ans, c'est pour des raisons d'archivage ou de conservation du patrimoine et à ce moment-là, il faut anonymiser, les photos en les rendant floues sur les visages, qu'il y ait pas de reconnaissance, hein, c'est le principe, hein, de la pour pouvoir les conserver, ou demander une nouvelle autorisation, hein, voilà. C'est possible, mais conditionné, hein, mais en général, pour les bonnes pratiques, sur des documents promotionnels, c'est 3 ans maximum. Et si par exemple, je continue dans les questions que j'ai retrouvées dans le chat, et si par exemple on a, des éléments, donc les parents avaient bien donné l'autorisation de droit à l'image pour 3 ans, mais ça fait 5 ans que les photos sont en ligne sur le site internet, de l'organisateur, qu'est-ce qu'il faut? Ouais, donc a priori, c'est pas conforme de ce que tu nous as dit. Oui. Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut rechercher les parents pour redemander les droits à l'image ou le plus simple, c'est enlever les photos? Bah, le plus simple, c'est de retirer les photos, tout simplement. Et c'est pour ça que je parle de politique, de gestion des images, hein, par l'organisateur qui pêche souvent. Moi, ce que je constate, on a tous, sur nos réseaux, partagés, des banques d'images et il y a pas une vraie gestion, hein, de l'image, qui est souvent un peu mis de côté, je veux le dire comme ça, même si je caricature un peu, et donc ça amène au fait, qu'il y a des photos qui, sont toujours présentes et qui dépassent largement, la durée d'autorisation. Donc il faut les supprimer parce que le parent peut engager la responsabilité de l'organisateur, hein, civile, hein, ça c'est important. Mmh. J'ai une petite question sur, parce que tout à l'heure tu parlais des photos, qui sont, dégradantes, enfin en tout cas qui peuvent être, où les enfants sont pas en situation, je vais dire flatteuse et donc il y a une question d'organisateur sur est-ce que si la prise de photos en maillot de bain lors des activités aquatiques, piscine, plage, est-ce que c'est autorisé ou pas? Oui, bien sûr, c'est autorisé. Après c'est une gestion encore une fois des images, pour ce type de photos, ben, ce sera, uniquement partagé avec les parents et pas diffusé sur des supports, enfin il voilà, il faut trouver là aussi c'est du bon sens qui doit inviter, l'organisateur, les équipes voilà, il s'agit pas de prendre des photos à tout va non plus, et d'être précautionneux, hein, évidemment, dans le choix des supports de diffusion. Ça, c'est très important là aussi, hein, pour le coup et on a vu évidemment les chiffres, hallucinants, hein, du nombre de détournements de ces photos. Est-ce que si une autorisation via un formulaire électronique est valable? Oui, tout à fait, pas de problème. La signature électronique est reconnue par le droit, civil, aucun souci. Si on a un floutage après si on floute une photo, Oui, après la captation, est-ce que c'est interdit? si on floute une photo après la captation, bah, de toute façon, c'est toujours après Floutage la captation. super. Bah, la rendre floue, c'est forcément après la captation, dans tous les cas. On prend la photo et ensuite on va la flouter, donc ça vient forcément après. Non, bah, non, c'est tout à fait autorisé, c'est ça qui, c'est justement si on veut, on peut le faire, tout à fait. Par contre, s'il y a, s'il s'agit d'un salarié par exemple, il y a un tatouage reconnaissable, là, il faut l'autorisation, de la personne concernée. Ou de même un enfant, s'il porte un vêtement où il y a marqué son prénom, ça peut arriver, hein, voilà. Certes, le visage est flouté, mais on reconnaît la personne et c'est donc, on peut identifier la personne, pardon. Donc il y a toujours cette, heu, cette vigilance à avoir, hein, je vais le dire comme ça. Allez, une dernière petite question et puis après, je vous propose de reprendre le cours, mais on aura encore des questions après par la suite, mais de laisser la parole justement de manière très concrète. Qu'est-ce qu'on peut utiliser finalement pour diffuser les photos? J'ai une dernière question. Est-ce que l'autorisation de droit à l'image n'est pas indispensable est-ce que c'est indispensable pour les photos de groupe? Rien n'est indispensable. On peut prendre des photos de groupe, des photos individuelles, voilà. Si les photos de groupe, si on reconnaît les enfants, il y a cette obligation d'autorisation. Voilà, si c'est une photo de groupe au loin, voilà. Dans tous les cas, ce type de photo de groupe, il faut quand même avoir cette autorisation, par prudence et par principe. Merci Sandy. Alors du coup, petite question un peu pour sonder, la salle. Est-ce que vous avez déjà utilisé une solution sécurisée pour communiquer avec, les parents? Oui ou non? Alors il me semble que je n'avais pas mis de temps, alors je vais laisser 30 secondes pour répondre. Donc on a moitié-moitié de la salle. Heu, ah, ça bouge encore.
Ça bouge. Voilà, ça a l'air de se stabiliser. Donc, on a à peu près moitié-moitié de gens qui n'utilisent pas de solutions sécurisées pour communiquer avec les parents. Et bien, du coup, c'est avec plaisir que on accueille Juliette qui va nous présenter On donne des nouvelles. Normalement, Juliette, je t'ai mis en côte et donc tu peux partager ton écran et prendre la parole. C'est à toi. Eh bien, merci. Effectivement, je vais partager tout mon écran. Je pense que normalement, vous voyez mon écran. Oui. Ok. Bonjour à tous. En effet, je suis donc Juliette Roman et je représente aujourd'hui la Société des images et des mots qui existe déjà depuis 10 ans, même 11 ans, depuis 2014. Et donc qui a développé 2 plateformes numériques. La première s'appelle ondonnedesnouvelles.com et qui en fait a été développée puisqu'à l'origine ce sont des parents d'élèves qui ont développé cette plateforme parce que lorsque leurs enfants partaient en classe de découverte ou en colonie de vacances, eh bien, à l'époque, il existait, je ne sais pas si vous en souvenez, mais ces messageries ou ces numéros surtaxés auxquels on pouvait appeler pour avoir justement des nouvelles, savoir si tout le monde était bien arrivé, etc. Et ils se sont demandé comment ils pouvaient du coup créer une plateforme un peu plus ludique, sympathique, sécurisée surtout, sur laquelle les encadrants pourraient déposer des informations, donc du texte, tout type de fichiers, des photos également, pour partager un petit peu les moments forts de la vie du groupe pendant la colonie de vacances, le séjour ou la classe de découverte. Et donner la possibilité justement aux familles de pouvoir accéder à cet espace sécurisé pour prendre connaissance de toutes ces informations. Et donc, c'est comme ça qu'est né On donne des nouvelles, qui est disponible, donc, du coup, c'est un site internet, hein, disponible à l'adresse ondonnedesnouvelles.com et qui est aussi disponible sur application mobile, donc à télécharger sur iOS ou Android. Et c'est assez important, justement, cette application mobile, puisque nous, on se rend compte qu'on est utilisé à plus de 80% sur application mobile, puisque les familles n'ont plus nécessairement d'ordinateur à la maison, mais utilisent énormément leur smartphone et donc peuvent se connecter à l'espace du séjour pour prendre justement connaissance des informations qui ont été déposées par l'encadrant. Alors, je vais justement me connecter à un espace de discussion pour que ce soit le plus concret pour vous, vous montrer dans les grandes lignes en quoi ça consiste et surtout vous montrer d'une part que c'est sécurisé, comment c'est sécurisé, et aussi vous montrer que c'est très simple d'utilisation puisque nous, vraiment, notre fil rouge, je dirais, c'est de conserver un outil qui est utilisé pour sa simplicité. C'est-à-dire qu'il est facile à prendre en main, notamment pour les encadrants, les personnes qui vont ajouter des informations, mais aussi très facile d'utilisation pour les familles qui vont l'utiliser. Alors, je vais me connecter, hop, et je vais switcher 2 fenêtres. Et en fait, je me connecte ici à un compte de démonstration qui s'appelle donc JPA Test. En fait, chaque utilisateur, lorsqu'il se connecte pour la première fois à la plateforme, qu'on soit organisateur de séjour, un organisme, ou qu'on soit encadrant même du séjour, une famille, un parent, eh bien, on doit se créer un compte utilisateur sur On donne des nouvelles. Et donc, on renseigne son adresse mail, son propre mot de passe. Et si on est encadrant, on crée son séjour. Et si on est famille, on doit renseigner la clé d'accès justement du séjour. Donc, je vais effectivement me mettre dans la peau ici d'un encadrant qui rentre sur son séjour qui s'appelle Colo Apprenante. À savoir que, je n'aurai pas le temps de tout vous montrer aujourd'hui, mais vous avez différents niveaux d'administration. Et donc, le premier niveau, qui est celui que je vous montre là maintenant, correspond à celui de l'encadrant du séjour, mais il y a effectivement, par exemple, un deuxième niveau qui correspond davantage
à l'organisme du séjour et donc qui permet aussi de modérer, par exemple, les publications que va faire l'encadrant, etc. Je rentre sur le séjour en tant qu'encadrant et j'ai donc différents types d'outils à ma disposition qui sont ici en haut de l'écran. Et donc, dans un premier temps, effectivement, on va me parler des invitations. C'est-à-dire que lorsque j'arrive pour la première fois en tant qu'encadrant sur mon espace de séjour, eh bien, je vais devoir communiquer le code d'accès aux familles qui permet du coup de sécuriser cet espace. C'est-à-dire que les informations que vous allez déposer sur l'espace du séjour, eh bien, ne sont pas disponibles de n'importe qui, fort heureusement, sur Internet, mais sont sécurisées par un code d'accès. Donc, seules les personnes auxquelles vous communiquez ce code d'accès vont pouvoir accéder à l'espace du séjour. Donc, ce code d'accès, il est ici. Et nous, on met à disposition des invitations que vous pouvez télécharger et donc qui sont du coup déjà main avec le code d'accès du séjour et la petite démarche expliquée aux familles pour pouvoir rejoindre cet espace sécurisé et utiliser ce code d'accès. Le code d'accès, il est compliqué, il est assez difficile à retenir, mais en fait, les familles vont devoir le renseigner seulement une seule fois lors de leur première connexion. Ensuite, dès qu'elles se sont connectées une fois, eh bien, l'espace du séjour est directement rattaché à leur compte utilisateur. Alors, on parlait tout à l'heure justement de conservation des données, etc. Toutes les informations que vous allez déposer, bien sûr, elles sont supprimées quelques semaines après la fin du séjour. Donc, tout le séjour, toutes les informations que vous déposez sont automatiquement supprimées et détruites par nos services. On tient à disposition également une autorisation de droit à l'image à disposition des équipes qui est vraiment spécifique du coup à l'utilisation dont on donne des nouvelles que les équipes peuvent télécharger et donc imprimer pour communiquer aux familles et qu'elles peuvent aussi modifier si elles ont des ajouts ou des suppressions à faire par rapport à ce modèle qu'on met à disposition. Tout au long du coup du séjour et une fois que l'encadrant a communiqué ce code d'accès, eh bien, il a une visibilité sur qui se connecte à cet espace sécurisé avec la date de première connexion, la date de dernière connexion et le rôle, à savoir si c'est le parent de tel enfant ou de tel autre enfant. Et au besoin, bien sûr, à ce moment-là, ça ne s'affiche pas ici parce que je suis la seule encadrante ici sur ce séjour, mais au fur et à mesure de la liste, il y a effectivement au besoin la possibilité de révoquer l'accès d'une personne sur ce séjour. Le premier outil, en fait, l'outil phare de la plateforme, il n'y a pas 36 000 outils et c'est vraiment un parti pris pour ne perdre personne et que ce soit le plus facile d'utilisation. C'est ce qu'on appelle, nous, publication. Une publication, en fait, c'est la possibilité pour l'encadrant de déposer une information, donc du texte, tout type de fichier, des photos. Il n'est pas soumis d'ailleurs à une capacité de stockage limitée. Donc, c'est assez simple. Pour créer une nouvelle publication, j'ai toujours ici le bouton d'action vers Nouvelle publication qui me permet donc de renseigner le titre. Donc, ça peut être, par exemple, arriver au centre. Pour la date d'aujourd'hui, mais effectivement, en fonction du séjour, on peut sélectionner la date qu'on souhaite. La colo en question que j'ai créée là pour cette démonstration, on peut saisir autant de texte qu'on veut, le mettre en forme avec de la couleur et différents caractères, et joindre, donc, comme je vous l'ai dit, des fichiers, très simplement en parcourant les fichiers de son ordinateur, aller sélectionner les photos. Alors, par exemple, je vais aller prendre toutes ces photos-là et les déposer ici. Alors, j'essaie de mettre qui m'embête. Voilà.
et je valide la sélection. Et je peux soit effectivement choisir de publier tout de suite, soit créer un brouillon. Alors, il y a toujours un petit laps de temps, mais lorsque effectivement cette publication est publiée, eh bien, les familles vont recevoir une notification par mail leur indiquant qu'une nouvelle information est déposée sur l'espace sécurisé du séjour. Et si les familles ont téléchargé l'application qui est entièrement gratuite, eh bien, elles reçoivent aussi une notification directement sur leur smartphone. Il s'agit aussi de voir pour l'encadrant, ici ça va donner des indications, l'encadrant peut voir au fur et à mesure quelles sont les personnes qui ont vu sa publication et le nombre de personnes qui ont vu sa publication. Il y a la possibilité également, au besoin, on en parlait tout à l'heure, eh bien de flouter le visage d'un enfant si on a besoin avec cette petite icône d'œil barré. Et donc, à ce moment-là, vous avez simplement à sélectionner la portion de l'image que vous souhaitez flouter. Généralement, effectivement, ça peut être donc le visage de l'enfant et un signe distinctif. On parlait d'un tatouage tout à l'heure, il est possible aussi de flouter ce tatouage. Et donc, en sauvegardant, en enregistrant, j'ai bien la photo qui est directement floutée sur la plateforme. Voilà. Donc ça, c'est la possibilité justement de partager avec les familles de manière sécurisée des informations, des photos, des vidéos, etc., des activités du groupe tout au long du séjour. Après, en termes de configuration, l'équipe et les encadrants ont la possibilité de personnaliser. Alors ça, c'est possible, mais encore une fois, lorsque on fonctionne avec les organismes, etc., c'est quelque chose qui peut être paramétré par l'organisme. Donc, c'est l'organisme aussi qui choisit ce paramétrage. Et donc, on peut, d'une part, ajouter autant d'administrateurs que nécessaire. Et encore une fois, c'est très simple puisqu'il suffit juste de renseigner l'adresse mail de cette personne et un mail automatique lui est envoyé lui indiquant son code d'accès administrateur, son code d'accès encadrant et la petite démarche expliquée pour rejoindre l'espace du séjour avec le code d'accès administrateur qui lui a été envoyé. Donc, on peut en ajouter autant que nécessaire. Et puis, il y a différentes options de configuration, notamment à savoir si les équipes souhaitent ouvrir les commentaires aux familles, donc commentaires aux publications qui seront faites, à savoir que par défaut, de toute façon, les commentaires sont toujours activés ici avec modération, c'est-à-dire que c'est l'encadrant qui doit valider le commentaire de la famille avant que ce commentaire soit visible de toutes les familles concernées par le séjour, ou alors un commentaire seulement visible de la part des encadrants, ou pas de commentaire possible, et à ce moment-là, les familles ne voient pas qu'il était possible de faire des commentaires, par exemple. On déconseille effectivement d'activer les commentaires des familles sans modération. Heureusement, généralement, c'est quand même dans la plupart du temps des commentaires positifs et assez motivants pour les équipes. Mais c'est vrai que vous avez toujours, en tout cas, de l'activer avec modération. Et puis, il y a la possibilité, effectivement, d'activer la réaction aussi, enfin, des emojis positifs qui sont à disposition aussi des familles pour leur réaction. Et puis, d'activer un livre photo. Donc, la possibilité de faire un livre photo du séjour avec les publications qui ont été faites tout au long du séjour. Et donc, de donner aux familles la possibilité d'acheter en fin de séjour ce livre photo au format papier, si elles le souhaitent. Ça encore, c'est l'organisme ou alors l'encadrant qui décide s'il souhaite mettre en page ce livre photo au format numérique. Les parents ne peuvent pas mettre en page de livre photo, hein, c'est bien vraiment à l'initiative de l'encadrant ou de l'organisme. Et encore une fois, c'est un outil qui est complètement facultatif. Voilà, nous, c'est en tout cas notre modèle économique, et c'est la raison pour laquelle il y a ici un onglet commandé, puisqu'on est un outil qui est complètement gratuit pour tous, qu'on soit un organisme, un encadrant, un parent d'enfant pour les familles. Il y a ce livre photo, effectivement, qui est un souvenir du séjour
qui est proposé aux équipes si elles le souhaitent, encore une fois. C'est la raison pour laquelle, effectivement, nous avons un formulaire de droit à l'image bien spécifique qui encadre et qui explique cette démarche et qui recueille le consentement des familles par rapport à tout ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, en tout cas dans les grandes lignes, pour vous montrer, en tout cas, vous donner une idée un petit peu plus précise de notre plateforme, dondonnedesnouvelles.com. Je vais pas vous perdre dans les détails. J'espère juste vous avoir montré que c'était un outil qui était d'une part sécurisé et d'autre part très facile à prendre en main. Si vous souhaitez effectivement avoir plus de renseignements ou pousser un peu plus loin la découverte, il y a Emmanuel chez nous qui s'occupe On donne des nouvelles vraiment plus spécifiquement, qui était souffrante aujourd'hui, mais qui est de toute façon disponible par mail. C'est très simple, son adresse est emmanuel@ondonnedesnouvelles.com. Voilà. Merci Juliette. Alors j'ai quelques petites questions. Alors pour vous deux, alors j'espère que vous êtes attentifs, Sandy et Juliette. Petite question, qui s'occupe des livres photos à l'envoi? Alors, c'est nous, c'est On donne des nouvelles qui s'occupe de l'envoi des livres photos, de l'impression, parce qu'on a notre propre imprimeur. Donc, on s'occupe à ce moment-là, si, il y a un intérêt pour le livre photo et une demande d'impression, eh bien, nous nous occupons de l'impression et de l'envoi directement aux familles. Merci. Alors j'avais d'autres questions tout à l'heure que je n'ai pas pu poser. Si j'obtiens une autorisation pour publier sur les réseaux sociaux et que les photos est utilisées ou détournées, est-ce que j'en suis responsable? Là, j'imagine que c'est plutôt Sandy. Oui, tout à fait. Alors par rapport à la question, quelle est la nature des photos? C'est-à-dire, est-ce que c'est des photos qui sont compromettantes ou pas, en fait, hein? Ou simplement le fait de rediffuser la photo. Si on a, l'autorisation de diffusion, il n'y a pas de difficulté, particulière. En revanche, si la photo, est compromettante, sur différents aspects que j'ai évoqués dans le cadre de ma session, effectivement, il peut y avoir une responsabilité. Là, Civile, pour, en l'occurrence, hein, civile, hein. là Pas pour répondre à ta question, je pensais pas à une photo compromettante. Je me disais, imaginons, on publie une photo d'un enfant sur un réseau social, on a l'autorisation, mais elle est détournée par, je sais pas, par l'IA pour être utilisée par autre chose. Parce que ça arrive. Et donc, du coup, jusqu'à quel point je suis responsable de la photo que j'ai publiée? c'est toujours le risque. Il y a toujours cette possibilité, effectivement, que les parents voient sur d'autres supports la diffusion de telle ou telle photo. C'est pour ça qu'il faut contrôler en amont, cette diffusion. On diffuse pas n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. À la base, hein, c'est pour ça qu'il faut avoir une politique raisonnée et réfléchie, hein, de la diffusion des supports d'enfants, de photos d'enfants, très clairement, hein. Et on a vu les dérives, hein, je vous ai sur les chiffres, hein, ils sont alarmants, hein, et assez terrifiants, hein, comme je le disais, hein, pour reprendre ce mot. Donc évidemment, il y a une responsabilité. On est responsable de ce que l'on fait, hein, c'est le code civil. Donc il faut être vigilant. Merci. Alors, on a vu tout à l'heure, on donne des nouvelles, mais on a une question qui nous dit, est-ce que si on envoie les photos via WeTransfer sur demande des parents, ça fonctionne ou pas? Oui, c'est la demande des parents, il y a une autorisation implicite, il n'y a pas de difficulté particulière. Et là, on est toujours sur la question des blogs. Alors, des parents qui ont refusé de donner le droit à l'image pour faire fonctionner sur le blog. D'après ce que j'ai compris, si vos questions sont mal formulées, vous n'hésitez pas à prendre la parole. Donc, si les parents ont refusé de donner le droit à l'image pour le blog, mais ils demandent quand même l'envoi des photos de leur enfant, est-ce que ça fonctionne ou ça fonctionne Oui, pas? tout à fait, absolument. Une chose est différente de ne pas vouloir, que les photos de ses enfants soient diffusées sur un blog et autre chose est de se dire: «Je veux avoir les photos de mes enfants». C'est 2 choses différentes. Alors j'ai une question sur les questions floutées. Si le visage d'un enfant est flouté, peut-on vraiment se passer d'une autorisation de droit à l'image, même pour une captation initiale? Oui, on peut.
C'est autorisé par la loi, justement, par le juge, hein. À partir du moment où on ne reconnaît pas l'enfant, flouté, de dos, on ne voit pas l'enfant reconnaissable, c'est tout à fait possible. Pas besoin d'avoir une autorisation, même si moi je conseille, pour les photos de groupe, des ph voilà, il y a toujours cette possibilité de reconnaître tel et tel enfant et donc ça, c'est quand même important d'avoir cette, autorisation, hein. Une politique réfléchie, c'est de faire une autorisation, voilà, après, on peut jouer dans les interstices, de la photo floutée, de la photo de dos, mais il y a toujours ce risque, hein, naturellement, qui existe. On a une question dans le chat de Jade sur, qui est responsable si un jeune prend un autre jeune en photo qui n'a pas d'autorisation pour la mettre sur ses propres réseaux sociaux? C'est lui-même qui est responsable. C'est le jeune, mineur, on est d'accord, hein, c'est d'accord. Oui, alors à ce moment-là, c'est la gestion des téléphones portables en colo, hein, c'est la question en amont, qui se pose déjà et après effectivement, non, non, c'est entre mineurs, là, il y a pas de responsabilité de l'organisateur, hein, pour le coup, hein. L'autorisation, elle porte sur le fait que ce sont l'équipe d'animation qui prennent des photos vis-à-vis des mineurs. Donc il y a un champ, d'application, limité et c'est pour ce champ d'application limité qu'il y a une responsabilité par rapport à ce champ-là. Pas par rapport au fait que les mineurs se prennent en photo voilà. Par contre, il y a une responsabilité autre qui est celle, de la gestion du portable en colo, hein. Ça, c'est une autre question. Alors Jade, je vous propose de prendre la parole, si vous le voulez bien, comme je vois que vous avez plusieurs questions sur le même sujet. Oui, j'avais juste une question par rapport au fait que si c'était un animateur qui mettait lui-même ses photos sur ses propres réseaux sociaux, comment ça se passait dans ces cas-là? Mais il n'a pas l'autorisation. D'accord, ok. Il a pas l'autorisation, donc il Ouais. engage sa responsabilité et c'est une faute disciplinaire. Ok, d'accord. Mmh. Ok, merci. Je vous en prie. Est-ce que d'autres personnes ont des questions et qui voudraient prendre la parole? Pendant que je vous laisse réfléchir, j'ai une question sur, dans le cas d'images libres de droit, où les visages apparaissent, peut-on les utiliser librement, ou existe-t-il malgré tout un risque lié au droit à l'image? Alors, si c'est libre de droit, vérifier les conditions d'utilisation, de diffusion. Ça, c'est quand même un élément, important. Et si, ces conditions lesdites conditions, vous autorisent à diffuser l'image d'un enfant, il y a aucune difficulté, hein. Elles sont libres de droit, donc voilà. Juste de vérifier les conditions d'utilisation. Souvent, que mettent en place les plateformes, il y a des conditions générales d'utilisation qu'il convient de respecter, voilà, qui sont, assez fastidieux à lire, mais voilà, c'est peut-être nécessaire. Alors, il me semble, la dernière question, si j'en ai pas oublié, quels outils de gestion des photos pour les photos conservées pour un usage commercial au siège, ou comment reconnaître si les enfants ont une autorisation ou pas? Ah, j'ai pas compris la question. Alors, c'était une question de quelqu'un de la Ligue de Oui, l'enseignement, si je ne me bonjour. trompe pas. Voilà, je vous laisse Pour préciser. préciser, nos photos, donc on les récupère sur nos colos, on les enregistre dans notre base de données, on a les droits à l'image, mais certains n'ont pas donné l'autorisation forcément. Et au siège, on n'est pas sur le séjour, donc nous, on est incapable de reconnaître quel enfant est qui sur la photo. Comment je fais euh, pour gérer ça? Est-ce Bah, qu'il y a des exceptions? Est-ce que voilà. c'est sur les trous dans la raquette, c'est-à-dire que, par principe, il faut les supprimer ou en tout cas ne pas Ok, les diffuser. ok, donc Ouais, ça très marche. clairement, hein. Mmh. Ouais, ok, merci. Le droit à l'image prime sur la démarche, Ouais, promotionnelle, informationnelle de l'organisateur, hein. ouais, C'est un droit fondamental, hein, comme on l'a dit, prévu, ouais, ouais. je ne vais pas refaire du juridique pour le coup, mais sur la convention, européenne des droits de l'homme, la convention Oui, oui, internationale oui. des droits de l'enfant, hein, donc ça prime sur le reste. Ok, merci. Je vous en prie. On a une question d'Alexandra dans le chat pour des adultes. Est-ce qu'il faut forcément une autorisation écrite ou est-ce qu'une acceptation orale peut alors suffire? Écrit, impérativement un écrit, même entre adultes, entre, un organisateur et un salarié, un employeur et un salarié, il faut cette autorisation écrite, dans tous les cas. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des questions. Olivier, je vois que tu as activé ton micro. Je Oui, t'en prie. j'avais deux, je sais pas si tu les as vus, mais j'avais deux questions plus liées à la JPA. Quand on organise une manifestation publique, dont on maîtrise pas le public qui passe, puisque
genre un forum des associations ou réunion publique, est-ce qu'un panneau genre vous êtes susceptible d'être filmé, ça suffit ou est-ce qu'il faut se taper les autorisations des 500 personnes? Oui, c'est très bonne question. Dans le cadre, ce qu'on appelle on parle des sujets d'actualité, des événements d'actualité. Il n'y a pas besoin d'avoir cette autorisation, mais comme tu viens de répondre à la question, la réponse est dans la question en fait, hein, D'accord. c'est que On est d'accord que du coup, il y a une simple mention, vous risquez oui, d'être filmé, ça suffit. absolument. Ça suffit à soi. Évidemment, pas obligé d'avoir 3000, si vous avez 3000 personnes sur place. Oui, Bon, effectivement, voilà, bon, ouais. voilà. Donc, comme c'est un événement d'actualité, c'est l'exception à la règle en fait, hein, Ok, mais toujours d'avoir un panneau d'information, hein, qui me semble ok. là aussi une bonne pratique. Ok, c'est comme ça qu'on pratiquait. Une, Absolument. der- une dernière question, droit d'auteur, si dans une communication, je veux utiliser un dessin qui a été fait par un enfant en colo, est-ce que le dit dessin, il est soumis au droit d'auteur ou pas? Non, pas, sauf si c'est Picasso Oui, à sauf l'âge si de c'est 6 ans Picasso, mais qui voilà. Mais en l'occurrence, il n'y a pas de caractère original de d'accord. l'illustration, donc pas couvert par le droit d'auteur. Ok, C'est pas considéré comme une œuvre. ok, Voilà. super. Et je vois que Mélodie a ouvert son micro. Oui, bonjour. J'aurais une question par rapport aux photos qui sont générées par IA. Oui. En fait, je voulais savoir ce qu'on peut en faire, quelle est la législation, parce qu'on n'en a pas du tout parlé. Oui, très bonne question. Effectivement, en fait, il n'y a pas de droit d'auteur sur les photos générées par l'IA. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il n'y a pas d'intervention humaine. Et là, c'est le texte, hein, du code de la propriété intellectuelle, hein, qui prévoit cette créativité. C'est l'humain, en l'occurrence, hein. Et à partir du moment où c'est généré par un robot, il n'y a pas d'originalité. On considère que de fait qu'il n'y a pas d'originalité, même si les photos peuvent être très originales en tant que telles, parce que lorsqu'on les voit, c'est très créatif pour le coup, hein. Mais comme il n'y a pas d'intervention humaine, c'est pas couvert par le droit d'auteur. Donc on peut les exploiter, etc. Sur mon diaporama, ce sont des images de l'IA. Parfait. Et est-ce que si on en utilise, on doit le mentionner? Par exemple, je pense Non. à celle où il y a des enfants, en fait. Est-ce qu'on Euh, peut considérer que oui, ce après, qu'on diffuse, c'est un peu mensonger parce que ce ne sont pas les enfants de nos centres? c'est pas mensonger, si c'est généré par l'IA, on peut mettre la mention générée par l'IA. Voilà, Ok, mais il n'y a pas d'obligation légale en l'occurrence, hein. En tout cas, les textes aujourd'hui, ils répondent pas à cela. Mais il n'y a pas d'accord. de conséquences, outre mesure, juridiques, ou judiciaires sur cet aspect-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les photos, illustrations générées par l'IA ne sont pas couvertes par le droit d'auteur. Ok, merci. J'ai une dernière question dans le chat. C'est est-ce qu'une photo de banque d'images dont j'ai la licence, j'ai le droit de la partager avec nos collaborateurs, producteurs qui l'utiliseront sur le nom de marque? Bah, tout dépend des conditions d'utilisation. C'est pour ça qu'il faut lire les conditions d'utilisation de la banque d'images. Je vais peut-être, en tout cas, voilà, c'est de vérifier, toujours ces conditions-là pour voir si je peux les rediffuser, les imprimer, les mettre sur des supports. Qu'est-ce que je peux faire avec? Donc il y a toujours un champ d'application. Quand on parle de licence libre, c'est toujours un peu trompeur parce qu'on a l'impression qu'on peut tout faire. Mais il y a toujours comme des éléments de contrainte, qui, encadrent, bah, les conditions d'utilisation de telle ou telle photo, de telle ou telle image. Merci, Sandy.